Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Jolie nana, recherche joli Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipeaux, les pipeaux, oh yeah. Ils m'ont rendu bête. Je suis tombée la première, merde. Et du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, avait dit le président Macron, il y a à peu près, 3 ans et demi, il s'agissait du Covid. Et la guerre, elle continue. Et la guerre, elle continue depuis longtemps. Elle continue depuis longtemps avec, on en parle très peu de ça. On parle des femmes battues, on parle des violences conjugales, on parle des violences faites à enfants, mais on ne parle pas assez de la détresse, de la précarité. Et là, on va parler avec la fondation d'APAT. On va expliquer ce qui se passe effectivement, parce que souvent vous passez à côté, et puis voilà, la misère, la vraie. Et on va aussi parler évidemment de ce qui se passe à Marseille, où le président Macron est allé, XXL, la grande tournée XXL, place nette XXL, oui, simplement quand le président est parti, les CRS sont partis, et ben la vente reprend. Alors on arrête comment ce tonneau des Danaïdes avec une petite cuillère. On va quand même en parler de tout cela. Et puis on va parler effectivement de la querelle Aya Nakamura. Doit-elle chanter Piaf à l'inauguration des Jeux Olympiques? Alors on invoque tous les indices. Oui, c'est du racisme si c'est pas Aya Nakamura. D'autres disent, mais attendez, elle dit n'importe quoi. On va peut-être faire ce qu'on appelle des comparaisons actives. C'est intéressant pour savoir ce qui est en train de se passer. Et puis, après les perles, les huées, les bravos, vous allez voir Marlène Schiappa qui fait un roman, non pas érotique, mais de genre. Et oui, c'est très, très à la mode. On va parler effectivement de la reconversion de Jean-Michel Blanquer et Olivier Véran qui va travailler en chirurgie esthétique. Et oui, on a les masques qu'on peut pour le moment. Et enfin, en seconde partie d'émission, on va parler d'un autre problème qui n'est pas négligeable, la France des gourous, la France des sectes. Étienne Jacob, journaliste au Figaro, s'est infiltré dans un certain nombre de formations, un certain nombre de sectes qui, franchement, donnent à penser et je dirais même à se préoccuper. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Les femmes, on en parle beaucoup dans le wokisme, on en parle beaucoup dans MeToo, on en parle beaucoup dans Balance ton porc, etc., etc. On parle aussi des femmes battues, on parle des femmes victimes de violences, et il faut en parler également. Mais on parle peu, on parle moins, effectivement, des femmes en détresse. Des femmes en détresse, des femmes en misère, en état de misère matérielle. C'est très bien. Et la misère morale est très importante, mais la misère matérielle est encore plus importante. Car comment voulez-vous parler, comment voulez-vous être libre avec un ventre vide? Donc, très important, et on va parler d'une fondation qui fait beaucoup de choses à ce sujet, et ça me paraît très important de ne pas oublier ce côté de la réalité. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Les femmes avec leurs gestes pleins de charme, mais comment voulez-vous avoir des gestes pleins de charme quand vous êtes SDF? 38% des sans domicile fixe sont des femmes. 48% des sans domicile fixe de moins de 30 ans sont des femmes. Une femme SDF sur 3 est accompagnée d'enfants. Et l'âge moyen des femmes sans domicile fixe, elle meurt à 45, alors que c'est 49 ans pour les hommes. Eh bien, les femmes qui, en général, ont une espérance de vie plus longue, eh bien, c'est 45 ans. Et voilà. Et ça, c'est un état de fait. C'est un état de fait, notamment, qui fait partie de la mission de la DAPAT. La DAPAT, c'est évidemment Daniel de Giovanni avec Patrick de Giovanni. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous est... Et moi, je trouve que c'est très important parce qu'on dit toujours, ah oui, les donateurs, les riches donateurs, mais c'est important. Si l'argent ne circule pas aussi pour aider ces personnes, on parle de quoi? Donc,
comment ça vous est venu, la DAPAT? Comment ça a été fondé? Eh bien, Daniel de Giovanni. J'ai toujours pensé que quand on recevait, il fallait donner. Ça, c'est la première chose. Et on donne ce que l'on peut. On peut donner de son temps, on peut donner de l'aide et on peut donner aussi de l'argent. J'ai rencontré mon mari actuel il y a 8 ans. Nous avons été malades du Covid tous les deux. Et en 2020, nous avons décidé de nous marier et de faire un enfant. Et à 70, voilà, j'ai 79 ans aujourd'hui. Faire un enfant, c'est pas simple. Donc, on a décidé de lancer DAPAT, c'est-à-dire Daniel Patrick, c'était un nom de code du dossier. Et notre idée, c'était de venir en soutien, avec nos compétences et notre expérience professionnelle, des associations qui accompagnent les femmes en détresse. C'est-à-dire que nous avons un savoir-faire en matière de renforcement des compétences des entreprises. On s'est dit que les associations méritaient une attention et de l'argent pour pouvoir aboutir à faire un projet d'envergure, à faire plus et mieux quand elles ont un talent. Donc, notre souci, c'était de rencontrer les associations qui avaient un talent pour soulager la détresse des femmes. Des associations qui existent déjà. Qui existent déjà sur tout le territoire, y compris dans la ruralité profonde. C'est ça, nous avons, sur tout le territoire français. Sur tout le territoire. Oui. Dans le Beaujolais vert. Une de nos petites de nos victoires, Femmes Solidarité Beaujolais. On a été les chercher au travers d'une enquête, bien sûr, qu'on s'est mis à faire. Et aussi, pour les connaître plus vite, on s'est dit qu'il fallait être visible. Et c'est là que nous avons créé la première remise de prix d'APAT en 2021. Donc, on a lancé comme un grand filet. Voilà, on aimerait savoir ce que vous faites. Et vous allez avoir, parce que vous êtes remarquable, parce que vous avez fait des choses bien, un prix de 10 à 15 000 euros. Et on en a récompensé 10 la première année. D'accord. Et vous avez fait lundi dernier. Lundi dernier, on est à 15. 2023, voilà. Et au lieu de la première année, on a eu 40 candidatures. D'accord. La deuxième année, 60. Et là, cette année, 120. Donc, il y en a de plus en plus. J'imagine qu'il y a des demandes. Alors, vous avez dit, mais justement, on a utilisé notre savoir-faire, oui. Votre mari et vous. Alors, c'est quoi votre savoir-faire? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu les moyens effectivement, de pouvoir doter, et de combien ce fonds? Alors, mon mari était dans le capital investissement, private equity, voilà. Il a très bien gagné sa vie, mais on la gagne souvent sur le tard dans ces métiers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le jackpot. Et donc, au moment où il s'est retrouvé avec beaucoup de sous, il s'est retrouvé aussi veuf. Et donc, il avait envie que sa vie ait servi à quelque chose. Et quand nous nous sommes rencontrés, eh bien, il m'a proposé de faire quelque chose pour les sans-abri. Et je dis oui, d'accord, mais les femmes, parce que moi-même, dirigeante, j'ai été présidente des femmes chefs d'entreprise pendant des années. J'ai créé le réseau Dirigeantes, des femmes pour faire progresser les femmes dans l'économie, avec Dirigeantes sans frontières en Afrique. Et donc, tout ce savoir-faire de comment on écoute le talent d'une femme, et les femmes ne se présentent pas comme les hommes, même dans l'entreprise. Souvent, elles ont une idée, un projet, mais leur souci, c'est comment je fais avec mes enfants, comment je fais avec mes responsabilités, et comment j'arrive à concilier tout ça. Mais mais vous avez choisi quand même la précarité, et même la précarité extrême, parce que ce n'est plus le problème de gens qui vont dans l'entreprise. Non, mais l'attitude et l'attention, elle est la même. La qualité des gens est la même. Vous savez, les détresses, elles arrivent souvent pas forcément aux gens auxquels on pense. Il suffit qu'une femme, par exemple, soit malade du cancer, machin comme ça. Le couple va disons, se réduit en peau de chagrin. Elle a ses enfants qu'elle ne veut pas quitter. Elle a sa maladie à gérer. Elle perd son job. Voilà, elle tombe en vrille. Et ça y est, c'est le trou. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Disons qu'il y a des accidents de la vie. C'est ce que j'appelle les accidents de la vie qui vous quelquefois vous tétanisent et vous rendent vraiment incapable de réagir à la vie. Et là, les associations sont très importantes. Il y en a à la porte de plein de gens, mais on les connaît pas. Ouais. On les connaît pas suffisamment. Ces dernières années, on a fait du travail et ça commence à venir. Mais honnêtement, je crois que c'est hyper important d'avoir une écoute déjà. Et depuis en 2017, il y a eu des décisions de prise avec les différentes ministres qui ont osé parler, etc., etc. Il y a des progrès. Alors ces fonds, dites juste pour revenir à l'économie. Notre fonds de dotation. Ce fonds de dotation est doté de combien et chaque année ça fait combien? Voilà comment ça fonctionne. Oui. On a mis donc 14 millions d'euros sur la table. En 2020. Oui, 2021. Voilà, c'est donc un capital dont nous disposons et que mon mari, dont c'est le métier, sait faire fructifier avec un groupe, puisqu'on a un comité d'investissement, etc. Cet argent ne nous appartient plus, c'est de l'argent qui est au service, qui est sur le fond, et qui est au service donc de la cause générale et qui ne pourra pas servir à autre chose que d'accompagner des femmes en détresse. C'est clair dans les statuts. Et si nous disparaissons et que ça devait être liquidé, ça ne pourrait aller qu'à une autre fondation qui fasse
le même type de choses. Donc ces 14 millions, on les fait travailler et tous les ans, ça rapporte 1 million à peu près, voire un peu plus. Et donc là, ça ce million est dispatché dans les associations. Et ce million, il est géré par nous-mêmes avec une équipe projet. Nous avons 50 bénévoles remarquables qui reçoivent les dossiers, qui les étudient, qui vont faire leur enquête. Nous ne faisons pas que donner de l'argent. Ça, tout le monde en fait. Notre projet, c'est d'apporter nos compétences, c'est-à-dire d'apporter de l'accompagnement, de l'écoute, de la compréhension. Où vous en êtes, vous savez, un dirigeant d'association qui initie ça, souvent c'est un entrepreneur social. Il connaît pas tout, comme dans l'entreprise. On a une belle idée, on a une envie, on met en place des choses. Comment l'instrument, comment faire fonctionner. Et le premier embauche ou autre, vous vous trouvez avec un prud'homme et il n'y a plus rien. Donc, et en plus, il faut savoir que les associations, c'est tous les ans qu'il faut recommencer tous les dossiers pour obtenir des subventions, parce qu'ils ne vivent que de subventions publiques et de dons privés. Et souvent les dons. L'association de loi 1901. Et les dons privés ne sont pas énormes. Et celui qui a créé en tant que président, même s'il donne de son temps, il peut pas se rémunérer. À un moment donné, il passe directeur de la SOS. Et comment on fait, voilà. Donc il y a tout un travail d'écoute et de gestion et d'écoute. Et surtout de consolidation. Parce que ces gens qui démarrent, quelquefois, ils sont obligés d'arrêter parce qu'il n'y a plus les moyens. Donc nous sommes là pour servir de relais. Alors, Daniel Giovanni, combien d'associations aujourd'hui vous aidez, en tout cas vous accompagnez, disons, ce soit par l'argent, mais que ce soit aussi par évidemment nos les conseils. On est à pas loin de 200 en 3 ans. 200 associations. Pas loin de 200. Sur toute la France. Sur toute la France, vraiment, sur tout le territoire. Et nous avons créé cette année un tisseur de liens, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui importait beaucoup à ces associations, souvent c'était d'être mis en relation d'un bout de la France à l'autre. Une initiative prise à Marseille peut être utilisée à Lille. Et là, on gagne du temps. On gagne du temps, donc on gagne de l'argent, on gagne de l'énergie, et ça va beaucoup plus vite. Et c'est les associations qui nous ont ramené ça. Donc, tisseur de liens, c'est vraiment devenu un concept avec un truc, et nous mettons à disposition la maison de Dapat. On vient d'acheter un local à Paris pour qu'ils puissent se rencontrer. C'est devenu la maison du fonds et des associations. Absolument. Et donc, l'idée, c'est d'organiser des conférences, des échanges, des trucs, et de la formation pour permettre aux dirigeants d'associations de devenir des entrepreneurs sociaux. C'est-à-dire d'être conscients qu'ils sont une force économique. Ils peuvent venir se former chez vous à Paris. Absolument. Et même à distance, puisque maintenant on peut fonctionner très bien. Donc l'idée, c'est de les écouter, de voir leurs besoins, de mettre à disposition des compétences s'il y a besoin d'une personne qui s'occupe de mettre en place des dispositifs, d'aller voir les banques, d'aller rechercher l'argent. Bref, c'est un accompagnement managérial, mais aussi un accompagnement financier. Oui. On leur achète des locaux. Donc on a créé un fonds d'investissement cette fois, c'est plus de la philanthropie. Pour des locaux. Ah oui. Voilà, c'est un fonds d'investissement solidaire, c'est-à-dire que on récupère des fonds, on achète des locaux ou des pour les associations. Oui, ou des chambres aussi pour garder les femmes en détresse, voilà, les mettre à l'abri. Et à ce moment-là, on a très peu de loyer, on a un loyer beaucoup moins cher. Les investisseurs acceptent de ne pas avoir disons une rentabilité plus d'1% et encore. Mais en général, vous avez rencontré des bonnes volontés de ce point de vue-là. Et puis même sur le plan les gens qui vous disent retour sur investissement. Non, vous savez, il y a beaucoup plus de gens qu'on imagine qui sont prêts à le faire. D'autant plus que quand ils investissent dans l'immobilier, ils savent qu'ils ne perdront pas de l'argent sur du long terme, et que aussi ils font une bonne action, et que probablement nous allons avoir un label ESUS. Ils vont pouvoir déduire 3 francs 6 sous. Mais il y a aussi tout ce qui est épargne salariale, où ils sont obligés d'investir dans 10% de leurs moyens. Oui, vous connaissez tous les mécanismes. Il faut. Voilà. C'est important. Et donc, on lève des fonds pour acheter des locaux pour les associations. D'accord. Alors, ce que je voudrais savoir là aujourd'hui, donc d'abord, oui, très important. Je dis ça pour nos auditeurs qui vous écoutent, nos auditrices. Où est-ce qu'on peut vous avez un site internet bien sûr. Où est-ce qu'on peut vous joindre pour suivre l'activité de la fondation, ou pour y participer, ou pour demander, voilà. Alors www.dapat.fr. Oui. Il y a énormément de choses sur le site, mais dapat.fr. Oui, d'accord. Voilà. Et Daniel Patrick dapat.fr. Nous sommes sur Paris. Nous accueillons volontiers toutes les bonnes volontés sur toute la France, parce que nous ne sommes pas que sur Paris. Nous avons créé déjà une délégation d'APAT Nouvelle-Aquitaine. Ça couvre la Gironde, etc. Nous sommes en train d'en créer une autre, plutôt autour de l'Isère, de Lyon, etc. Et nous en avons une aussi du côté de Dijon qui est en train de se préparer. Parce qu'à chaque fois que nous avons des associations très implantées, comme dans le Beaujolais vert, comme dans la Vendée ou autre, ou en Auvergne,
C'est très loin, Paris. Et donc, Bien si sûr. on veut leur envoyer des compétences, des personnes qui vont les Aujourd'hui, aider... avec Internet et le télétravail, on peut... voilà. mais il faut aussi une petite présence physique, c'est pas Bien mal. sûr. Donc, si vous avez des gens sur le territoire qui sont en lien avec toutes les autorités locales, on peut leur faciliter les démarches, on peut les aider à trouver des fonds publics, on peut aller pour eux être ceux qui vont plaider leur cause et ramasser les... Je vois très bien ce que vous faites. Alors, justement, vous n'avez aucune, vous n'êtes pas subventionné par l'État, Non, etc. non, mais on n'a pas besoin. Oui, vous restez Nous, on fondation vient aux privée. côtés de l'État pour apporter quelque chose quand il en a besoin sur un dossier bien précis. C'est ce que j'ai dit récemment en Ile-de-France. Madame Pécresse m'a dit, mais vous me demandez pas d'argent. Non, on est là éventuellement pour soutenir un projet que vous avez et qui nous plaît. Et alors, revenons à cette situation, revenons au cœur du sujet, ces femmes en détresse. Depuis que vous faites, donc vous visitez, vous allez, je pense, vous allez sur le terrain. Tout à fait, on aime ça. Évident, avec vous, votre comité, etc. La situation est vraiment aussi préoccupante parce qu'on voit des chiffres, les chiffres sont quand même très forts, alarmants. Je pense ça a dû être au moins aussi alarmant dans le temps, mais que maintenant on les voit plus. Il y a des voix qui s'élèvent. On a eu la députée Émilie Chandler que je connais bien et que j'aime et qui nous a fait un rapport sur les violences intrafamiliales. C'est un outil de travail. Et à chaque fois qu'il y a un rapport qui sort, on a de quoi communiquer, on a de quoi sensibiliser et les femmes osent parler et les associations commencent à être visibles. On a fait un travail vraiment de dentelière pour trouver les petites associations qui sont innovantes et qui ont besoin de justement de faire plus et mieux. Il y a les grands acteurs, mais les grands acteurs, ils n'ont pas besoin de nous. Non, il y a ceux qu'on connaît. Nous, on est vraiment dans la petite initiative locale. C'est ça. En fait, vous êtes un complément, une synergie. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Absolument. Mais nous, on a notre petite niche. Mais vous ratissez, oui, petite niche, elle n'est pas si petite que ça, et vous ratissez le territoire. Mais c'est bien, écoutez, moi, quand je vous écoute, d'abord, ça me paraît très important, et soyons absolument clairs, il faut... il y a beaucoup de gens, en tout cas, et encore une fois, qui ont de l'argent, et c'est très 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 bien quand on consacre effectivement, et pas seulement comme cerise sur le gâteau et huile à la boutonnière, consacrer un peu de temps, et même de temps et de moyens, à évidemment des situations dramatiques. Donc, espérons que vous allez faire des petits. Je peux juste vous dire que le don rend heureux. C'est scientifiquement prouvé. Donner nous rend heureux. Alors allons-y tous. Eh bien, donnez-moi, comme disait un certain Enrico Macias. Absolument. En tout cas, merci. La DAPAT, vous savez où vous renseignez, dapat.fr. Vous allez voir. Et tout ce que vous pouvez faire, tout ce que chacun d'entre nous peut faire à son niveau, eh bien, est très important. Parce que la misère, ça se combat et on ne le laisse pas seul. Merci. Merci. Merci Daniel de Giovanni d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de la DAPAT. On marque une courte pause sur Sud Radio et on va se retrouver pour le Ça Balance dans un instant. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La drogue, oui, nous éliminerons les trafiquants. Nous faisons des arrestations, nous saisissons, et c'est vrai qu'il y a des policiers, des gendarmes, énormément de gens qui font un formidable boulot en essayant d'arrêter ce tsunami de poison. Mais quel poison? Et comment on peut en parler? Il y avait encore hier, Emmanuel Macron était à Marseille pour l'opération Place Net XXL. On en parle. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Chanson de Serge Gainsbourg, les enfants de la chance, et il dit qu'il faut casser la gueule aux dealers. Oui, casser la gueule aux dealers. Vœux pieux? Écoutez, on fait des opérations. Alors voilà, hier, effectivement, Marseille, voilà, on sait très bien ce qui se passe à Marseille, comme d'ailleurs dans plusieurs villes de France, hélas, avec des batailles rangées, à coups de Kalachnikov, avec des gilets pare-balles, etc., etc., etc. Alors voilà, depuis lundi, effectivement, Place Net XXL, pendant plusieurs semaines, grosse opération. Et alors, effectivement... on a entendu sur BFM TV, qui n'est pas une chaîne qu'on peut qualifier d'anti-macroniste primaire,
un reportage sur ce qui s'est passé hier, un très intéressant reportage dont on a pris un extrait. Écoutez, parce qu'il est très parlant. La journée Place Nette XXL aura duré jusqu'au bout de la nuit à la Castellane. La cité marseillaise a été visitée en fin de soirée par le nouveau préfet de police qui avait accompagné en fin de matinée le président de la République Emmanuel Macron. Mais une fois partie, la place est-elle restée vraiment nette? On va voir ça avec Valentin Demey et les équipes de BFM TV. Gilet pare-balles sur le torse, casque à la main, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est rendu hier soir à la Castellane. Escorté par plusieurs policiers munis de boucliers anti-émeutes, il a passé en revue le dispositif de l'opération Place Nette. Pourtant, quelques heures plus tôt, dès que le président de la République est reparti de la cité, nos journalistes ont constaté une reprise du trafic, cette habitante également. Au moment où ils sont là, c'est un peu plus calme, mais dès qu'ils repartent, ça revient directement, quoi, ça change rien. Même une fois que toute l'opération sera opérationnelle, je doute vraiment que ça fonctionne, parce qu'il y aura toujours des moyens pour détourner la stratégie au final. Pour beaucoup de riverains, il n'y aura pas d'éradication prochaine du trafic de drogue à Marseille. Dans un mois, ça va repartir de plus belle. Je pense, moi, il y a 50% d'électoralisme un peu, et 50% de... Non, allez, 100% d'électoralisme, je pense. Preuve de la mainmise des trafiquants sur la vie de quartier, des affiches sont placardées dans les halls d'immeubles. Les habitants sont directement menacés. Tous ceux et celles qui informent, hébergent ou collaborent avec la police, on vous traquera, on le saura. Vous connaissez les règles. Nous sommes vos amis, vos enfants, vos petits-enfants. Vos ennemis sont la police, pas nous. Voilà ce qui s'entend, voilà ce qui se lit, voilà ce qui se voit quand des envoyés spéciaux, en l'occurrence ceux de BFM TV, vont à Marseille, à la Castellane, et voient quoi? Voient des gens qui disent « Ah oui, c'est très très bien, il est venu, il est parti », et puis voilà, le trafic reprend. Voient des gens qui disent « Attention, attention, les habitants de la Castellane, ceux qui habitent là-bas, de Marseille ou d'ailleurs, attention, pas de contact avec la police, sinon ça va barder pour vous. Et oui, parce que les officiels sont repartis et puis les gens qui habitent là sont là. Ils font quoi, eux? Ils changent d'appartement? Ils ont les moyens de changer d'appartement, de changer de quartier, de changer de ville? Ça se passe pas comme ça. Alors c'est quoi? C'est 50%? Non, dis-les... 100% d'électoralisme? On ne sait pas. En attendant, écoutez... Est-ce qu'il n'est pas temps d'attaquer quoi? Qu'est-ce qu'il faut attaquer? Alors, Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, avec son sens aigu de la formule, dit les bobos qui fument du shit ont du sang séché sur les mains. Voilà. Effectivement, il n'y a pas que les trafiquants, il n'y a pas que les dealers, il y a les consommateurs. Car s'il n'y avait pas de consommateurs, évidemment, vérité de la police, il n'y aurait pas de deal, de narcotrafic, etc. Alors quoi? On va attaquer, alors on va sanctionner les consommateurs? Apparemment, pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce qu'on va légaliser le shit ou permettre au shit comme cigarette, comme ça, effectivement, parce que fumer tue. Alors fumer tue, oui, mais enfin les bureaux de tabac sont absolument officiel même, je dirais, puisque l'État porte des taxes. Alors, tout ça est posé, je vais vous dire un truc, un résistant de Sud Radio, auditeur de Sud Radio, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans qu'on entend les mêmes choses, et simplement, ça augmente, le chiffre d'affaires, on le connaît, il se compte en milliards d'euros, et puis voilà, alors on fait des opérations, voilà, on fait Place Nette ici, on va assécher l'océan avec une cuillère à soupe. C'est quoi? Peut-être qu'il y aurait commencé à nous dire, même si c'est dur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sanctionner les consommateurs, il faut que tous les mecs qui prennent un peu de shit, ou toutes les filles qui prennent un shit, soient verbalisés. Et ben pour le moment, voilà, c'est communication, action, réaction, disparition, recommencement. Il serait temps peut-être d'aller un peu plus loin, n'est-il point? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Et l'immense, l'éternel Michael Jackson. Aucune importance si vous êtes blanc ou noir, effectivement, c'est ce qu'il faut se rappeler. Et avec l'histoire, on en a parlé déjà de la polémique sur Aya Nakamura qui devrait, selon les vœux de l'Élysée, paraît-il, inaugurer les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, voilà, dans quelques mois, en interprétant du Piaf. Alors la polémique fait rage, elle n'arrête plus entre ceux qui disent
Aya Nakamura, scandale, ou ceux qui disent vous ne voulez pas d'Aya Nakamura, c'est du racisme. Je me demande si vraiment c'est ça le problème. Écoutez par exemple d'un côté, dans le premier clan, évidemment Marine Le Pen. Aya Nakamura, qui est la chanteuse la plus écoutée dans le monde, la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, qui chanterait du Piaf, ça humilierait le peuple français. Mais parce que Aya Nakamura est honnêtement, bon, je vais même pas vous parler de l'entourage. Je vais vous parler de sa tenue, de sa vulgarité, du fait qu'elle chante pas français, elle chante d'ailleurs pas étranger non plus, elle chante on sait pas quoi. C'est du métissage. Non, c'est pas du métissage, c'est du n'importe quoi. Enfin, pardon, regardez, lisez les paroles de ces chansons. C'est pas du métissage, non, c'est pas vrai. Voilà, alors que ça plaise à des gens très bien, que ça représente la France, non, je suis désolé, moi, ça me déplaît. Oui. Alors, et puis d'autres disent, évidemment, regardez, voilà, Marine Le Pen, évidemment, en fait, c'est du racisme, c'est pas, et effectivement, le problème, il est, moi je crois, ni dans les propos de Marine Le Pen, ni dans ceux qui disent, mais oui, Aya Nakamura, c'est la chanteuse la plus populaire, donc il faut la prendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et si vous la prenez pas, elle est noire, elle est du Mali, c'est du racisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors moi, je voudrais faire avec vous une petite expérience. C'est très simple. Parce que ça n'a rien à faire avec la couleur de peau, avec l'ethnie, avec tout ça. Ça a à faire avec qui chante quoi. Qui chante quoi. Écoutez, on va vous passer d'abord du Aya Nakamura, et ensuite on va vous passer une des plus grandes chanteuses de tous les temps, noire elle aussi, Ella Fitzgerald. Écoutez, simplement, voilà, ouvrez bien les oreilles, esgourdez les esgourdes, et écoutez Aya Nakamura d'abord, Ella Fitzgerald ensuite. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu t'aides ça. Heaven, I'm in heaven. And the cares that hang around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together dancing cheek to cheek. Drogué, drogué, ils ont tous drogué, drogué, jusqu'à la moitié. Drogué, ils ont tous drogué, drogué, jusqu'à la moitié. Où je meurs, les effets de la moula te rendent folle, ma sœur. Tu restes sur ma vie touchée comme une balle dans le cœur. Si tu prends mon médicament, tu dors dans l'heure. When hearts are passing in the night, in the lonely night, then they must hold each other tight, oh so very tight, and take a chance that in the light, in tomorrow's light, they'll stay together. So much in love, and in the silence of the mist, of the morning mist, when lips are waiting to be kissed, longing to be kissed, where is the reason to resist and deny a kiss that holds a promise of happiness? Bla 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 Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le side. Bla 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 Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le sas. Pouki, Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le side. Pouki, Pouki, ferme la porte à la Pouki dans le sas. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Eh bien, vous avez écouté. Voilà, d'abord c'est bien d'écouter un peu de musique, c'est pas mal dans le torrent, dans le tsunami des bonnes, des fausses et des bonnes nouvelles qui nous assaillent. Mais écoutez, le problème est là. Alors à votre avis, dites-nous, écrivez-nous, mailez-nous, téléphonez-nous, qui vous préférez entre par exemple Aya Nakamura
et Ella Fitzgerald. Quand je dis qui vous préférez, c'est pour dire une fois pour toutes, arrêtez de parler de racisme, de Mali, etc. Une chanteuse, c'est une chanteuse. Et une chanteuse française, eh bien, vous pouvez me dire, j'ai pris Ella Fitzgerald. Mais des chanteuses, il y en a d'extraordinaires. Et quand on dit, et c'est ça qui est vraiment au fond du compte, quand on dit, oui, la France, racisme systémique, comme disent certains rachitiques du bulbe, racisme systémique, en 1789, au moment où on a effectivement fait le 200e anniversaire, célébré le 200e anniversaire de la Révolution française. Qui on a choisi? On a choisi une chanteuse noire. Une chanteuse d'opéra noire qui s'appelle Jessie Normand, la très grande Jessie Normand. Et personne ne s'est posé des questions quand elle a chanté la Marseillaise en 1749, place de la Concorde. Écoutez. Eh ben voilà, sortons par le haut. Jessie Norman en train de chanter la Marseillaise pour, évidemment, le bicentenaire, non pas de 1789, mais 1989, bien sûr. Eh bien, je vais vous dire, voilà, qui pose la question d'où elle vient, qui elle est et de la couleur de sa peau. Mais on s'en fout. Tout le monde s'en fout. Alors arrêtez les fausses querelles imbéciles, arrêtez vulgarité ou pas. Qui a la hauteur? Qui prend de la hauteur, pour que ce soit pour un bicentenaire de la Révolution ou pour les Jeux Olympiques? Qui prend de la hauteur? Il ne s'agit pas encore une fois de juger. Chacun a ses goûts et chacun a droit, très légitimement, à ses goûts. Enfin, écoutez, c'est pas une question de modernité ou pas de modernité. Il y a l'éternel et il y a la mode. Et la mode, comme disait Cocteau, c'est tout ce qui se démode. On marque une petite pause sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants pour les perles, les huées, les bravos. On va parler de reconversion professionnelle pour certains ministres. Vous allez voir, c'est à croquer. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Rachida Dati, la nouvelle ministre de la Culture, elle n'a pas sa langue dans sa poche, on le savait depuis déjà quelques années. Mais alors là, elle s'est surpassée, c'est intéressant. Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et c'est adorable, Lynn Renaud, l'une de ses premières chansons à succès, il y a 60 ans, hein, combien pour ce chien dans la vitrine. Mais alors quand quelqu'un envoie un petit SMS en disant « Je vais transformer ton chien en kebab », c'est qui ça? Eh ben, c'est ce qu'a envoyé Rachida Dati au Premier ministre Gabriel Attal. Il y a eu une polémique entre eux. En fait, Gabriel Attal avait montré une photo de son chiot Volta à ses voisins plutôt que d'écouter les députés. Voilà. Donc, elle était pas contente, Rachida. Et elle a regardé Gabriel Attal et elle lui a dit « Je vais transformer ton chien en kebab ». Et depuis, Gabriel Attal, il garde son chien à 10 cm de lui, hein, parce que il a tellement peur que Rachida mette son vœu terrible à exécution. Non, je plaisante. Vous savez qu'elle est allée très loin. Selon un journal, un quotidien, elle aurait même envoyé un aimable SMS en disant « Tu es une grosse merde ». Ah non, quand même, Rachida, vous exagérez. Tu es une grosse merde à qui? À Bruno Le Maire. Oui, au ministre de l'économie. Enfin, on peut pas qualifier Bruno Le Maire d'une grosse merde. L'homme qui a mis à genoux l'économie russe.
Peut pas. Non, on peut dire ce qu'on veut de lui, mais ce n'est pas l'homme qui nous a fait les prix les plus bas de l'électricité depuis 10 ans. Non. Alors elle a démenti, Rachida Dati. Elle a dit non, j'ai pas dit ça. Elle a pas démenti pour le chien. Hein. Elle a démenti pour le voilà. Alors c'est intéressant. D'ailleurs, elle l'a dit à plusieurs. Elle avait envoyé un long SMS incendiaire à prix sorte-feu en 2013. Salut le facho, tu me fous la paix, hein. Je te lâcherai pas, espèce de voyou. Elle y va. Ben écoutez, c'est bien d'avoir cette espèce de franc parler comme ça, c'est bien, voilà. Vous savez, ça date pas d'hier, hein, ça date de Brassens, mais là, lui il disait quand on est con, puis là c'est voilà. Alors on vous suivra, on vous tiendra au courant si le chien de Gabriel Attal disparaît un jour, vous l'avez plus la photo, c'est que Rachida Dati a réussi à transformer en kebab. Je vous donnerai l'adresse du restaurant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et le Gainsbourg et Berkin, 69 années érotiques. Eh bien, on est très content parce que on avait un peu perdu le contact avec Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui faisait la une des médias du matin au soir et du soir au matin avec, pour la bonne cause, avec l'égalité homme-femme, pour la moins mauvaise cause avec le fonds Marianne quand même, l'histoire de Samuel Paty. Mais voilà, elle s'est lancée. Maintenant, elle va publier en mai prochain. Et on sera ravis de l'inviter. Elle va publier une New Romance. Voilà, ça s'appelle la New Romance. Vous savez, c'est les romans érotisés pour femmes, paraît-il, c'est pour femmes. Voilà, elle a écrit un. Alors, Isabelle Saporta, la PDG de la maison d'édition Fayard, jusqu'ici en tout cas, a dit alors du prochain roman de Marlène Schiappa, c'est House of Cards qui rencontre la New Romance. Voilà. Alors, ça promet, hein, Netflix plus la New Romance, ça va être formidable. Et attention, on dit tiens, Marlène Schiappa devient écrivain. Ben c'est bien. Non, elle a beaucoup écrit. Et elle a écrit, attention, elle a écrit des livres légèrement, elle pas osé, enfin on peut dire osé, le titre est partout. Elle a écrit beaucoup, notamment sous le pseudonyme de Marie Minelli. Elle a publié aux éditions Blanches, elle a publié à la Musardine. Alors, elle a publié, par exemple, vous voyez, des livres aussi instructifs et pédagogiques que L'orgasme au féminin. Eh oui, c'est important. La première fois, c'est important. Comment transformer votre mec en Brad Pitt? Un programme absolument formidable, Marlène Schiappa. Pourquoi vous ne faites pas le ministère du Brad Pittisme? Que tout le monde devient des Brad Pitt. Et un magnifique, alors je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin vous le saurez peut-être, toujours Marie Minelli, les filles bien n'avalent pas. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais enfin voilà, les filles bien n'avalent pas. Et alors, quelque chose de très important, ça vaut le Michelin, 150 endroits où avoir fait l'amour. 150 endroits. Bravo Marlène Schiappa. Alors ça, c'est ce que j'appelle une véritable exploration dans les fondements du tourisme amoureux. Et c'est très bien. Et puis, sexe, mensonge et banlieue chaude. Ah, voilà, elle ne se contente pas d'aller à la Castellane pour combattre la drogue. Elle va dans les banlieues chaudes. Oser les sex friends et enfin réussir votre divorce. Voilà, donc à cette longue liste de livres dont je dois dire Proust et Céline devraient être jaloux, va s'ajouter la New Romance et Oscars. Nous souhaitons vraiment tout le succès à Marlène Schiappa et nous la recevrons si elle veut venir à Sud Radio dans notre émission. Nous serons ravis de vraiment de la voir pour expliquer pourquoi les filles honnêtes et les filles bien n'avalent pas. C'est une des questions que nous aurons à lui poser parce qu'elle est fondamentale pour le devenir de la civilisation. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, aux Champs-Élysées, le très regretté, très regretté Joe Dassin, effectivement. Eh bien, Olivier Véran, qui est député, hein, il n'est plus ministre, il n'est plus porte-parole, il est député quand même. Eh bien, il a décidé de consacrer une journée par semaine, de reprendre la blouse. Alors, vous allez me dire, pour peut-être dans l'Institut de neurologie, il est neurologue, lui, de formation. Non, la médecine lui manque, il va reprendre la blouse pour aller en chirurgie esthétique. Voilà, il va aller à la clinique un jour par semaine à la clinique des Champs-Élysées. Le médecin espère avoir Olivier Véran en l'occurrence espère avoir obtenu 3 diplômes de la faculté santé de Créteil d'ici à l'été. Voilà, c'est une clinique très connue, la clinique des Champs-Élysées, qui reçoit beaucoup d'influenceurs. Par exemple, on a regardé ses tarifs. Si ça vous intéresse, hein, je dis ça, auditeurs, auditrices Sud Radio, c'est 8 000 €
euros, par exemple, pour des implants fessiers. Alors voilà, c'est intéressant de savoir que voilà, si vous voulez faire de nouveaux implants fessiers, c'est 8 000 euros. Et voilà à quoi va se consacrer Olivier Véran. Mais je le comprends, parce que Olivier Véran, il a fait de la chirurgie esthétique pendant ses ministères. Faut pas oublier, il nous a appris, par exemple, le relax par le masque, la beauté par le masque. Il nous a appris, par exemple, d'améliorer notre derme et notre épiderme par les gestes barrières, le liquide. Il nous a appris, par exemple, la beauté de la méditation par le confinement. Nous avons eu tout cela. Il nous a appris effectivement si on avait le malheur d'être pas vacciné, de rester non seulement chez soi, de ne pas toucher un centime si l'on était soignant. Il nous a appris, il nous a enseigné tout ça. Donc Olivier Véran, c'est le roi de la chirurgie esthétique appliquée à la gestion du Covid. Il a été parfait, donc on comprend très bien qu'il veuille perfectionner ses savoirs à la clinique des Champs-Élysées. Nous suivrons avec plaisir son parcours. Et puis si vous avez le livre Comment devenir Brad Pitt, je suis preneur, André. Si jamais vous avez une adresse, tout à fait, je vais le commander. Si vous avez une adresse, on marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Jusqu'à 14h aujourd'hui, André Berkoff reçoit Étienne Jacob, le journaliste au Figaro et surtout auteur de ce nouveau livre, La France des gourous, journal d'un infiltré. C'est aux éditions du Rocher. Bonjour Étienne Jacob. Bonjour. Alors Étienne Jacob, d'abord, il faut le dire, vous êtes un multirécidiviste, puisque vous avez déjà écrit un livre sur la famille. C'est vrai qu'on avait beaucoup parlé de la famille à cette époque, c'était quelque chose en plus. Et alors là, c'est très intéressant parce que vous avez d'abord adopté, je le dis moi, c'est une des très belles voies, et je dirais nobles du journalisme, c'est ce qu'on appelle l'infiltration. C'est-à-dire, vous ne vous présentez pas comme journaliste, bien sûr, et vous allez voir, vous vivez effectivement l'expérience de telle ou telle secte, on peut le dire, hein, avec chacun son gourou. Et là, je dois dire que c'est un livre passionnant, vraiment, il faut le lire, La France des gourous, et vous avez quand même des gens. Alors, un que j'ai connu, c'est Raël, bien sûr. Alors lui, c'est pas un nouveau, mais on va en parler. Alors Irène Grosjean, le salon du bien-être. Je cite juste le voyage mystique de Joe Dispenza au Grand Rex, l'école Aurore, le Menkai Projet, le mystère masculiniste et Herbalife. Herbalife aussi, on connaît bien. Ouais. C'est-à-dire, vous racontez, et quel est en fait, Étienne Jacob, le fil rouge. Il y a un fil rouge, un dénominateur commun à tous ces gens. Le fil rouge, c'est d'avoir ces gourous et cette emprise qui est sur leurs membres. Ils ont tous une idée et des fidèles qui sont absolument béats face à des théories qui sont toutes plus farfelues les unes que les autres. Et ça, c'est... Mais ça marche. Ça marche, mais ça marche toujours. Et comme vous le disiez, Herbalife, Raël, tout ça n'est pas nouveau, mais ça continue de fonctionner. Et c'est soit un business, soit aussi des victimes à la fin qui peuvent perdre soit beaucoup d'argent, mais pas uniquement ça, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des sectes dans le milieu de la santé. Et on peut y perdre sa santé en croyant des théories qui ne sont pas prouvées. Et presque la vie aussi, enfin. Totalement. On a des faits divers régulièrement là-dessus. Et moi, j'ai pu observer des personnes qui étaient persuadées que manger cru allait être la solution pour aller mieux, ce qui est quand même terrible. Se purger une fois par semaine, selon un calendrier bien défini. On vous fait un calendrier de santé qui va apparemment vous permettre d'aller mieux. Vous participez à des stages, donc ça vous coûte plein de choses finalement. Oui, alors justement, par exemple, commençons par l'économie. C'est toujours très cher. C'est relativement cher, je veux dire. C'est très souvent très cher quand on voit que il y a par exemple Joe Dispenza qui est un chiropracteur, donc c'est une pratique qui n'est pas vraiment reconnue scientifiquement. Et lui, il s'est produit au Grand Rex, donc quand même c'est l'endroit où il a payé la location du Grand Rex. Voilà, il a payé la location du Grand Rex, et il y avait plusieurs milliers de personnes totalement folles en train de danser devant lui, et des personnes handicapées qui espéraient remarcher parce que lui dit, avec de la méditation, avec les retraites que l'on fait pendant une semaine, on va pouvoir se soigner, on va pouvoir aller mieux, et on voit des changements. Et évidemment, il a cette verve américaine qui fait que c'est saisissant. Et même moi, le voir à quelques mètres de moi, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Il a un charisme, il a un charisme, il a un discours bien rodé, aucune hésitation. Il a fait lève-toi et marche, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Mais dites-moi, mais au fond, ce qui est intéressant, parce qu'on va en parler en détail,
c'est que, est-ce que les gens qui viennent là, parce qu'ils sont très divers, dans votre livre, vous en parlez, c'est très divers, c'est pas du tout une catégorie de la population. Hein. On pourrait croire que les personnes qui tombent dans des mouvements sectaires sont des personnes vulnérables. Il y en a, effectivement. Mais il y a surtout une quête de sens. On est dans une société qui est quand même un peu anxiogène. Oui, qui a perdu ses repères. Voilà, tout à fait. Ouais. Et on a souvent dans ces communautés, chez ces gourous, on retrouve l'effet de groupe. Cet effet de groupe, de solidarité. Donc, ces personnes vont chercher ça. Rejoindre une communauté, rejoindre des gens. Voilà. Et quand moi je me retrouve chez Claude Vorillon, Raël, dans tout le groupe de Raéliens qui s'étaient pas vus depuis 3 ans pendant la crise sanitaire. Ils s'étaient pas vus pendant 3 ans. Donc c'était les grandes retrouvailles au fin fond de la Haute-Loire. Et j'avais mon petit bracelet violet qui signifiait que j'étais nouveau. On venait me faire des câlins. Et c'est vrai que bon, c'est quand même saisissant de voir cette chaleur humaine. Alors eux vont me dire oui, vous avez vu de la chaleur humaine pendant une semaine. Bon, il y a rien de mal, mais quand même les théories de Raël, 10% du salaire aussi reversé au mouvement, et toute une idéologie autour de la libération sexuelle qui est quand même un peu douteuse. Il est allé loin, lui. Il y a eu un trip sur Netflix, je crois que j'ai vu il y a eu un documentaire sur lui. Maintenant, il est au Japon, il joue les vieux. C'est étonnant. Mais alors justement, vous dites vous dites donc quête de, je veux dire, de communauté, de solidarité, de se réchauffer un peu, etc. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis il y a vraiment ce nouveau phénomène, je dirais, depuis quelques années, renforcé par la crise sanitaire et qui est autour de la santé. Irène Grosjean va vous dire que justement alors, parlez-nous d'Irène Grosjean pour les gens. Irène Grosjean, c'est une. Ils vont lire votre livre, mais c'est une naturopathe nonagénaire qui donc a déjà ce charisme de la personne âgée qui a toute cette expérience et qui va vous dire que en mangeant cru, en se purgeant régulièrement, en se soignant avec les plantes, vous allez pouvoir aller mieux, vous allez pouvoir soigner vos maladies. Donc dans ces stages, des personnes qui ont des maladies chroniques, qui n'ont plus confiance dans la médecine conventionnelle, qui vont se retrouver à croire à ces théories, à avoir un énorme espoir, et c'est dangereux. Surtout que avec Irène Grosjean dans ces stages, on a un certain Miguel Barthéléry, qui est un monsieur qui a été condamné par la justice pendant le stage. Pendant le stage, il y a eu la décision de justice. C'est ça qui est incroyable. Et donc, il n'avait plus le droit d'exercer. Il a continué d'exercer. Il a été condamné parce qu'il a conseillé à un monsieur d'arrêter son traitement contre le cancer. Le monsieur est mort. Et après, et puis il a été poursuivi. Enfin, il a été poursuivi et condamné. Mais alors, dites-moi, et quand justement, vous parlez de ça, quand les gens voient ça, ils se disent pas quand même il y a un problème. Voilà, un type condamné. Irène Grosjean dit rien. Mais ces personnes n'étaient pas au courant parce que ces personnes ne s'informent pas par les mêmes canaux ils ne s'informent pas par les mêmes canaux. Ils s'informent par des canaux parallèles qui font que. Mais par exemple, Irène Grosjean, comment vous avez eu connaissance, comment vous avez infiltré? C'est intéressant. En fait, on a deux figures du manger cru aujourd'hui en France. C'est Thierry Casasnovas qui lui est mis en examen pour exercice illégal de la médecine, qui a une chaîne YouTube très connue. Et on avait Irène Grosjean. J'avais le choix entre les deux. J'ai pris Irène Grosjean et j'ai bien fait parce que au final, Casasnovas a arrêté ses stages parce que il a été mis en examen. Donc c'est comme ça que j'ai découvert. Et puis on a effectivement tous ces stages qui sont organisés plusieurs fois dans l'année. Et vous y allez en tant que J'y vais en tant qu'adepte. Je connais un petit peu des choses sur l'alimentation. Évidemment, et comme on le disait au début, j'ai un nouveau prénom, j'ai une nouvelle fonction pour aussi me dissimuler pour me fondre dans la masse. Et donc vu que dans ces stages on a une 50aine de personnes, on arrive à se fondre dans la masse. Mais on reçoit des témoignages qui sont édifiants, des gens qui ont vraiment un énorme espoir là-dessus, qui se sentent mal dans leur peau, qui pensent aller mieux, et au final des victimes. Et c'est ce que je raconte dans le livre, des personnes qui vont s'en sortir avec des conséquences, des séquelles assez inquiétantes, parce que imaginez, c'est une semaine. Si ces personnes elles suivent ça pendant plusieurs mois, comment on va s'en sortir? Pour moi c'est dangereux. Ouais. Mais Irène Grosjean elle-même, elle se sent très impunité, très. C'est quoi? Parce que c'est une vieille dame. C'est une vieille dame. Elle, je pense qu'elle croit profondément à ce qu'elle enseigne, parce qu'elle dit que ça fait 60 ans qu'elle le fait. Après, derrière elle, on a toute une famille qui tire les ficelles, qui
fait tout un marketing autour de ça, qui organise les stages. Donc c'est vrai que c'est quand même, c'est un peu la figure de sagesse, mais derrière on a il y a l'industrie, enfin, l'artisanat exactement. familial, oui. Et donc moi j'étais dans le village, c'est dans le village de Nevache, dans les Hautes-Alpes, qu'organise ces stages. Et le village de Nevache, il a été reconstruit par son fils. À Irène Grosjean, et donc c'est vrai qu'on a tous il y a des entrepreneurs derrière, c'est ça que je veux dire, et sur place d'ailleurs les gens ne dénigrent pas vraiment Irène Grosjean et sa famille, parce que finalement ils ont reconstruit le village. Oui, donc, c'est ça, ils les font travailler, enfin mine de rien, voilà. Ouais. Oui, c'est tout à fait fascinant ça, et pareil. Alors justement, moi j'ai été très frappé le Joe Dispenza au Grand Rex. Alors comment ça s'est passé, Ouais, ben là c'est un week-end où vous arrivez pour pouvoir entendre un petit peu les enseignements de base de ce monsieur qui est un Américain. Donc les enseignements commencent à arriver en France petit à petit, il s'étend, et ce monsieur il va dire qu'il va pouvoir vous soigner toutes les maladies, là encore une fois, mais avec de la méditation. Donc on fait faire de la méditation, et lui va faire des incantations sous une musique un peu mystique, un peu angoissante, et tout le monde est là et suit ses dires. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il va y avoir une promotion pour les stages plus longs encore, des stages d'une semaine, pour pouvoir, qui eux vont apparemment permettre vraiment d'aller mieux. Donc là on commence, c'est une entrée en matière. Oui, mais vous faites un jour ou un week-end, c'est une chose, mais une semaine, c'est... Mais c'est je pense 1200 €, 1500 € pour faire une semaine avec lui, pour faire de la méditation, faire des marches méditatives qui apparemment sont efficaces. Donc c'est un énorme business. Et il est célèbre aux États-Unis. Il est de plus en plus célèbre. Ouais. Alors après, aux États-Unis, on a quand même aussi une vision aussi de la liberté de croyance qui est encore plus large. Il y a les évangélistes et tout. Enfin, il y a tout. Voilà. Il y a des partis pour toutes les idées. En France, on ne pourrait pas avoir ça. Ouais. Et alors, ce qui vous alors évidemment. Et alors Raël, parce que moi j'avais reçu Raël il y a 30 ans dans une émission de télévision que je faisais à l'époque sur France 3. C'était hallucinant. Vous savez, je raconte ça, moi, mon souvenir. Donc, je reçois Raël. C'était à Strasbourg. Et on arrive au studio de France 3 à Strasbourg. Il y avait une haie de Raéliens qui entourait l'immeuble pour le faire tourner comme à Jéricho, quoi. Il voulait faire tourner, enfin, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui vous a frappé, cher Raël? Enfin, Raël, il n'était pas là. Il n'était pas là, il était en visio. Il était depuis le Japon. Mais, malgré tout, sa venue, cette visioconférence, personne n'en avait parlé. Ça avait été gardé secret, on se rejoint entre membres, mais Raël, lui, il est au Japon, il est loin. Mais on vous garde une surprise. Dans quelques jours, il y aura une surprise. Donc le mardi, au bout du 3e jour, Raël est là. Et sur le grand écran, et mine de rien, même s'il est loin, c'est le showman. Et le showman qu'il est, et le businessman qu'il est, surfe sur tous les éléments de l'actualité. À l'époque, il y avait l'histoire de la variole du singe. Donc la variole du singe, c'est des conneries. Les feux de forêt, c'est des conneries. Pour lui, c'est terrible, parce qu'on a ce discours il sait surfer sur tous les éléments d'actualité pour rameuter des gens. Ils offraient des câlins gratuits pendant la crise Covid. Donc ils allaient à l'encontre de toute la théorie officielle. Voilà. On va en parler tout de suite après cette petite pause, et on va continuer sur Raël, parce que justement je voulais savoir comment vous avez vécu l'expérience raélienne, puisque elle existe depuis 35-40 ans, je crois déjà. Alors on va se retrouver après cette petite pause. 0826 300 300, et vous êtes beaucoup à réagir évidemment sur le Facebook de Sud Radio. Il y a beaucoup de questions concernant la scientologie. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos débats. On entend des choses qui changent un peu de la doxa généraliste qu'on entend trop partout. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul, parce qu'il y a un certain nombre de dizaines de milliers de gens qui sont dans tous leurs états, avec les gourous et les sectes dont parle Étienne Jacob dans ce journal de l'infiltré aux éditions du Rocher. Livre tout à fait passionnant, parce que il montre un peu à quelles extrémités
volontés peuvent arriver effectivement, le goût qui lui est très légitime de se retrouver, d'être bien ensemble, de s'améliorer, de guérir évidemment, mais l'enfer est bavé de bonnes intentions, c'est tout le problème. Etienne Jacob, alors Raël, qu'est-ce que vous avez chanté chez Raël? Comment ça s'est passé? Bah c'est vrai que Raël, c'est quelqu'un qui a un charisme sûr, un discours bien rodé, mais moi ce qui m'a saisi, c'est surtout à quel point les gens sont convaincus que les extraterrestres ne vont pas tarder à arriver, qu'il faut préparer leur arrivée. Il faut savoir que la mission des Raéliens, c'est de cotiser pour pouvoir construire des ambassades. D'abord dans une ville, ils ont essayé à Jérusalem, ils ont essayé de partout, ils se sont fait recaler, mais ils ont encore cette volonté de pouvoir construire cette ambassade et évidemment il faut de l'argent. Et Raël avait ce discours incroyable pour nous inciter à donner. Il commençait son discours en disant moi je ne suis pas quelqu'un qui incite à donner. Par contre, aujourd'hui exceptionnellement, je vais vous donner l'opportunité de donner. Si je ne vous la donnais pas, vous ne pourriez pas donner. Donc c'est un coquin, hein, il joue sur l'inversion accusatoire, comme on dit. Exactement. Et en fait, et les gens qui participent, alors c'est qui? On a beaucoup d'anciens qui étaient là, qui se réunissaient pour faire, se réunissaient il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années pour faire du nudisme dans le sud de la France. Ils avaient leur lieu. Donc il y a beaucoup d'anciens. Il y en avait un, notamment, qui était dans mon bungalow. On était dans des bungalows en groupés. Dans le bungalow, il y avait un couple qui était des disciples d'Irène Grosjean, dont on a parlé juste avant. Donc la preuve que c'est tout un écosystème. Et on avait ce monsieur qui était là depuis le début, qui a consacré sa vie entière au mouvement et qui m'a demandé dès le premier jour est-ce qu'on pourra faire des photos ensemble? Alors moi je pensais des photos de groupe. Je pensais à des photos de groupe, voilà, on est là pour un stage, mais non, il voulait aller plus loin, c'était une tentative de séduction. Heureusement que j'avais ma chambre fermée, j'étais vraiment pas serein. Et donc moi je suis blindé. Je sais les ficelles de ces gourous, mais imaginez une personne qui arrive et qui est innocente, vulnérable. C'est ça qui est très dangereux. Et ce monsieur voulait, à sa mort, donner tous ses biens au mouvement raélien. Et j'ai eu l'occasion d'assister à une conversation entre ce monsieur et la responsable de tout ce qui est archives et patrimoine, qui lui disait il va falloir entreprendre des démarches administratives pour pouvoir donner tes biens, ta petite maison que tu as dans la campagne. Il voulait donner la totalité de ses biens. Lui voulait donner, et la dame en face de lui l'incitait bien à le faire et à ne pas tout laisser à l'État, quoi. Donc bien sûr, c'est très 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 intéressant. Et alors, on arrive aussi, enfin on va parler de tout, mais aussi avec les auditeurs. Mais vous avez aussi abordé alors les grandes causes et les grands chefs d'accusation, la scientologie. Alors comment ça s'est passé? Parce que la scientologie est un peu plus méfiante, parce qu'elle en a connu des procès, etc. Ça a été assez facile aussi pour vous, l'infiltration? La scientologie a connu des procès, mais ils ont des armées d'avocats qui font que les procès sont de plus en plus souvent repoussés, donc ils sont très puissants. Ils ont un bâtiment qu'ils sont en train de construire près du Stade de France pour les Jeux Olympiques, donc il y a une menace. Pour les Jeux Olympiques, oui. Enfin, oui, il y a vraiment une menace qui plane pendant quelques mois, parce qu'ils vont proposer des massages aux athlètes ou même aux touristes qui sont venus là, et ça va forcément rameuter du monde, c'est sûr. On aura des gens du monde entier, donc qui n'ont pas forcément le même système de croyance qu'on a dans la société occidentale. Et donc moi, effectivement, c'était pas un nouveau mouvement, mais je me suis dit que c'était quand même intéressant de pouvoir voir leur ficelle, leur méthode et assister donc à une séance de dianétique. Vous êtes à deux, avec deux personnes, et vous devez raconter votre dernier souvenir, votre pire souvenir, et on vous fait repasser dans ce souvenir 5, 10 fois, en racontant de plus en plus de détails, donc en étant de plus en plus pessimiste. Et donc forcément ça rend fou. Ah oui, le souvenir le plus terrible, et on vous le fait répéter, presque revivre, quoi. Voilà, et on vous le fait revivre, vous êtes dans le même état à la fin que au moment où vous avez vécu le souvenir. Si vous avez perdu un proche, vous êtes dans ce même état-là, et on vous fait croire du coup que vous êtes au tout départ d'un processus très très long pour aller mieux. Et donc, qui va vous coûter de l'argent, des tonnes de séances, et donc c'est là le c'est business. toujours l'idée, des tonnes de séances, des séjours longs et de l'argent. Enfin, ouais, il y a toujours ça, et principalement chez les scientologues qui ont des locaux, des très beaux locaux à Paris, et puis partout. Enfin, mais est-ce qu'il y a eu un moment, très franchement, vous le racontez aussi quand même, où vous avez été perturbé, Jacob? On est forcément perturbé, et
Et surtout, on se met à la place de ces gens, de ces victimes qui vont être en quête de sens, qui vont tomber dessus par hasard, parce que tous ces mouvements, ils vont pas vous dire bonjour, nous sommes une secte, venez nous voir. Évidemment, ils vous font rentrer par des manières détournées. La scientologie le sait et s'est modernisée et va vous offrir des conférences un peu bien-être, lifestyle, pour vous dire voilà comment mieux parler en public. Et au final, ça va vous amener vers la scientologie. Donc c'est une porte d'entrée qui peut être dangereuse. Oui, sauf que l'étiquette scientologie est là dès le départ, quand même. Ouais, elle est là dès le départ, effectivement. Mais les gens ne sont pas si bien informés qu'on le croit. Ouais, c'est ça. Et puis ils cherchent effectivement, comme vous dites, c'est l'époque prête à ça. On va en parler justement. On va parler de la Miviludes, on va parler de tout ça, parce que qu'est-ce qui fait que moi, c'est ça qui est fascinant, et d'ailleurs votre livre pose la question, enfin si quelque part, qu'est-ce qui fait que ça marche toujours aussi fortement, et que les gens, pourtant, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur les sectes, beaucoup de choses sur les sectes, mais ça n'empêche pas, effectivement, les croyants de croire, quoi. Je pense qu'on a... Bon, d'abord, mon livre, c'est pas... je suis pas là pour régir les croyances des gens. On n'est pas là pour juger. Chacun croit ce qu'il veut. Mais en revanche, effectivement, on a cette perte de confiance envers la parole officielle, la parole gouvernementale, la parole scientifique aussi. Et effectivement, on a tout un tas de personnes qui ont envie de suivre ce discours alternatif, je dirais même parallèle, parce qu'ils coexistent sans se voir. Et c'est pour ça que finalement, quand on va parler, je sors ce livre aussi pour les victimes, pour aussi raconter les choses de l'intérieur, mais est-ce que ça aura un impact ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ces personnes vont tomber dessus. Je ne sais pas si finalement on va avoir justement sur ces deux. En fait, vous voulez dire, est-ce que je serai lu que par les sceptiques, ou déjà les convaincus ? Il y a ces deux chemins qui coexistent, mais est-ce qu'ils vont se croiser à un moment donné pour pouvoir alerter certaines personnes ? Et je pense que, on peut l'espérer. C'est l'objectif. On en parle tout de suite après cette petite pause. Et puis pour réagir, toujours le 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Étienne Jacob, qui est notre invité aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. En tout cas, les carottes des sectes ne sont pas cuites. On le voit avec le livre d'Étienne Jacob sur la France des gourous. Je voulais justement prendre, il y a un exemple dans votre livre, mais encore une fois, il faut le lire, qui est l'école d'Aurore, quand même. Qu'est-ce que c'est que c'est ? J'avais jamais entendu parler de cette école d'Aurore. Non, pour le coup, je me suis intéressé à beaucoup de mouvements qui étaient déjà connus, mais celui-là est totalement inconnu jusqu'ici. Ouais. Il a été créé par Pierre-Yves Albrecht, qui est une sorte de philosophe qui en Suisse suivait des addicts aux drogues. Et il les suivait. Et des drogués, voilà. Des junkies, et donc son idée, c'était de les sevrer, une méthode qui autrefois était très utilisée, mais il les sevrait avec des séjours à la dure dans le Grand Nord, dans un igloo avec rien à manger, rien à boire. Ouais. Donc c'était sa théorie de départ. Sauf que cette théorie, elle a été démontée par la science, mais lui, il a continué de le faire en Suisse. Son foyer, il avait un foyer avec des jeunes qui l'aidaient, a été démantelé, et donc il a décidé de créer l'école Aurore, qui organise des stages en France, en Belgique, justement pour aider les jeunes à s'initier, parce que pour lui tout le monde est addict dans notre société, on est addict de tout, et pour le coup, il a quand même pas tort, on est addict aux écrans. Aussi, voilà, c'est un peu cette idée de sevrer, et dans cette semaine-là, j'ai pu observer vraiment des rituels qui interrogent, et c'était un stage qui était à destination des jeunes, donc jusqu'à 30 ans. Donc c'est vrai qu'on est sur des publics qui pour le coup étaient vulnérables, étaient en pleine construction de leur esprit. Moi j'étais un des plus vieux, il y en avait qui avaient 18 ans, j'ai eu beaucoup de gens pleurer parce que votre stage c'était à Virignan dans l'Isère, au début des Alpes. Alors comme les rites, vous pouvez nous donner un exemple des rites? Ouais, on avait tous les matins on avait le rituel de l'archer blanc. Donc c'est un rituel qui a été pioché un petit peu dans un rituel qui a été pioché un petit peu avec des incantations catholiques issues de la Bible, mais aussi voilà des croyances ésotériques. Donc c'est un archer qui va tirer dans une cible, et derrière la cible il y a un miroir. Si la flèche va au centre, tout va bien. Le groupe est en phase.
Par contre, si chaque matin, ils font ça, par exemple. Chaque matin et chaque soir. Chaque soir. 2 fois par jour. Pour bien vérifier que tout va bien. Et si la flèche, elle allait dans le miroir et qu'elle cassait le miroir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas en phase. Et à ce moment-là, moi, je l'ai pas vécu, mais je sais que quelques jours, la flèche était moins en phase. Eh bien, il y avait quelque chose, il y avait cette atmosphère un peu négative, et on m'a raconté des moments où la flèche n'a pas été, et justement, n'est pas allée dans la cible, et que l'ambiance était terrible, qu'il y a eu un peu des sanctions qui ont été faites. On a forcé un peu le groupe, à aller marcher pieds nus en pleine nuit, aller faire du karaté à 3h du matin. Moi, j'ai fait une séance de karaté à 3h du matin avec des incantations, des mantras chantonnés en même temps, quoi. C'est entouré de bougies dans un cloître, quoi. Donc là, il y a vraiment l'ambiance sectaire. Même les membres nouveaux se rendaient compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. C'est spécial. Et vous avez assisté à des sanctions. Est-ce qu'il y a des sanctions, je veux dire, violentes ou J'ai pas assisté à des violences, mais ce qui est sûr, c'est que ce philosophe Pierre Albrecht, qui a 70 ans, la barbe, a une véritable emprise sur ces publics très jeunes. Tous les soirs, on se réunissait pour un chœur dans une salle, assis sur des coussins en carré, en fait, et tout le monde devait raconter son histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, et souvent, voilà. Et lui, on venait toujours à dire, il faut continuer à suivre mes enseignements, il faut continuer à faire ce chemin de l'initiation, parce que dans ce groupe, dans ce mouvement-là, on a des initiations à passer. La première initiation, ce sera passer plusieurs jours dans une cabane avec pratiquement rien pour boire et manger. La deuxième initiation ce sera la même initiation mais plus longue, jusqu'à faire la troisième qui sera dans le Grand Nord. Donc c'est vrai qu'il y a tout un processus. Il continue son processus de. Ouais, c'est ça. Effectivement, de sevrage. C'est ça, le sevrage. De très dur sevrage, quoi. Voilà. Enfin, dur, ouais. Ouais. C'est un sevrage à la dure, et des personnes, je pense, peuvent en souffrir. Oui, et vous évoquez, alors justement, face à ça, depuis d'ailleurs des années, des dizaines d'années, des décennies, on l'a créé il n'y a pas si longtemps, là, c'est pas des décennies, la Miviludes, vous savez, la mission gouvernementale. Mission gouvernementale contre les sectes. Est-ce que, comme ça, au travers de votre enquête, etc., ce que vous avez vu, Étienne Jacob, vous avez l'impression que elle a servi à quelque chose, cette Mivilude, elle a effectivement dénoncé un certain nombre de choses, mais dans l'efficacité, est-ce que la lutte contre les sectes, on peut dire, elle a été renforcée ou pas vraiment? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on a une Mivilude qui est particulièrement sous-dotée. On a une quinzaine de personnes qui travaillent, alors qu'on a 500 000 personnes qui sont qui seraient victimes de sectes. Donc la bataille, elle est perdue aujourd'hui. Est-ce que ça empêche de lutter? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut continuer côté Mivilude, c'est fini. Enfin, pratiquement. Non, mais la lutte, elle doit continuer. Mais le rapport de force, il est trop inégal aujourd'hui. On essaye de créer une nouvelle loi qui sera donc un délit d'incitation à l'abandon de soins. Si je vous dis que vous avez un cancer et que vous devez aller boire du jus de légumes pour le soigner plutôt que de faire votre chimio, ça pourrait être sanctionné demain. Mais est-ce que ce sera efficace? Moi, j'en suis pas sûr du tout, parce que dans les années 2000, on a créé une loi qui était la loi Abou-Picard sur l'abus de faiblesse. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la loi sur l'abus de faiblesse, on l'utilise pour les dérives sectaires? On l'utilise jamais sur les dérives sectaires. Pourtant, elle a été créée pour ça. Pourtant, exactement, c'est l'emprise, l'abus de faiblesse, c'est l'emprise. Oui, mais on l'utilise plus dans le cas de personnes âgées qui vont être abusées par un entourage dans leurs dernières années de vie pour peut-être capter leur héritage. Etc., voilà. Donc, est-ce que pourquoi on l'utilise plus pour les dérives sectaires? Parce que c'est difficile de voir ce qui se fait dans un huis clos. Moi, dans mon livre, j'ai une dizaine de mouvements dans lesquels je me suis infiltré, mais on a tout un phénomène à l'état gazeux, un gourou qui peut autour de lui faire graviter 10-15 personnes au fin fond de la Creuse, il passera sous les radars. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que la bataille sera très difficile. Des petits mouvements, des micro-mouvements. Et c'est dans ces micro-mouvements où peut-être les pires abus sont commis, parce que on peut avoir des violences, des abus sexuels et des choses dont les personnes ne s'en remettront jamais. Oui, c'est un vrai problème. Je crois que nous avons des auditeurs. On a une question sur les réseaux sociaux, surtout, qui nous dit, Étienne Jacob,
Est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements que vous avez infiltrés sont présents sur les réseaux sociaux pour les jeunes, notamment TikTok? On a vu le phénomène des sorcières TikTok. Est-ce que vous avez constaté aussi ce phénomène ou pas? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. C'est une nouvelle porte d'entrée, et c'est vrai que le réseau TikTok, qui est peut-être moins régulé que les autres, fait vraiment aujourd'hui une porte d'entrée pour ces mouvements sectaires, d'autant plus que le public qui est visé est extrêmement jeune, extrêmement vulnérable, et pourrait croire un peu à tout ce qu'on dit. Finalement on scrolle, on swipe en espace d'une seconde, et on peut voir cette méthode miracle en se disant c'est pas mal. Mais bien sûr, parce que comme je disais tout à l'heure, on n'est jamais là à dire venez rejoindre notre secte. C'est ça va pas en ce moment, on a ce coach de vie, dans le bien-être, le développement personnel, ça peut être dans le milieu de l'entreprise. Donc c'est vrai que finalement tous les canaux sont bons. On est des coachs. Voilà, mais effectivement, des coachs dérivent parfois aussi. Bien sûr. Ouais, tout à fait. On a Chantal qui nous appelle depuis Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à Étienne Jacob. Bonjour. Bon, déjà, c'est très très bien qu'il ait fait c'est un livre, hein, donc c'est très très bien, parce que c'est vrai qu'il est un livre, un bon livre, oui. Des sectes, Alors par contre, moi où je suis quand même sceptique, dans le sens où les gens ont de moins en moins confiance à notre médecine. Moi, je suis professionnel de santé. Hein. Ouais. Ont de moins en moins confiance à notre médecine. Ont de moins en moins confiance à la parole gouvernementale. Alors, quand on parle de gourou, bon, déjà, la Scientologie a été quand même, je crois, invitée par le président Macron. Hein, il en avait reçu à l'Élysée. Monsieur Véran se permet de traiter de gourou le professeur Raoult, qui est mondialement connu. Donc, forcément, après l'histoire du Covid, malheureusement, les gens ont de moins en moins confiance. Et puis, il y a des choses aussi qu'on ne veut pas. Big Pharma est quand même une sorte de gourou aussi. Et puis, le refus de soins, sur la dernière loi qu'ils ont fait passer, va complètement en contradiction avec la loi Kouchner, où les patients ont le droit de refuser des soins. Ce n'est pas pour ça qu'on tombe dans du sectarisme, je veux dire, ou alors on veut essayer des méthodes qui ont été remboursées par la Sécurité sociale jusqu'en 82, comme l'eau de Quinton, et qu'aujourd'hui, on emmerde les médecins qui font des injections à base d'eau de Quinton, alors qu'on sait qu'on a des résultats. Donc, oui, vous voulez dire où est la frontière? Où est la frontière? C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Où est la frontière entre la secte? Non, parce que c'est vrai que une chose est de dire effectivement, on peut discuter effectivement et des vaccins, et Dieu sait si on en a discuté. Et une chose est de dire vous allez soigner votre cancer avec du jus de pomme. C'est pas tout à fait la même chose, hein, quand même. Mais vous avez raison de poser le problème. On a le droit de refuser des soins. Oui, on comprend. Ça fait partie de la loi Kouchner, donc il y a une contradiction aussi. De la loi du 4 mars 2002. C'est pour ça que les députés... on est confrontés. Oui, c'est pour ça que... Étienne va vous répondre, Chantal. Oui, c'est pour ça que les députés sont pas vraiment d'accord aujourd'hui, parce que il y a toute une partie de l'échiquier qui dit que justement ça rentrerait en contradiction, donc il faut trouver ce bon équilibre. Malgré tout, on a quand même un phénomène sectaire qui est dangereux, mais effectivement, moi c'est ce que je disais tout à l'heure, mon livre n'est pas fait aussi pour je suis pas là pour donner pour faire une police de la pensée, et ça c'est important de le dire. Vous avez constaté un certain nombre de choses. Moi je constate les choses, on me raconte, et je tiens à rester quand même assez factuel. Je suis pas militant de quoi que ce soit. Non, mais on est d'accord, et ce que dit Chantal est intéressant aussi, mais justement il faut faire la part des choses. Mais encore une fois, le livre d'Étienne Jacob est intéressant comme miroir. Vous savez, Cocteau disait il est temps que les miroirs réfléchissent. On marque une dernière petite pause, et après on aura Valérie qui nous attend au standard 0826 300 pour réagir sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, toujours avec Étienne Jacob, qui vient nous voir pour ce livre qu'on vous conseille, La France des gourous, journal d'un infiltré, c'est aux éditions du Rocher. Et nous avons Valérie qui nous appelle depuis Savigny-sur-Orge. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour André Berkoff et bonjour Étienne Jacob. Bonjour. Alors en fait, comme votre auditrice précédente, je souhaiterais dire que s'il est évident qu'il faut, il est nécessaire de prévenir les gens contre les dérives sectaires, je trouve ça dommage de jeter l'opprobre sur les naturopathes, les gens qui prônent le jeûne, en sachant tout de même que ces thérapies complémentaires, parce que je dis pas qu'elles remplacent la médecine, mais qu'elles sont complémentaires à la médecine conventionnelle, peuvent aider énormément de gens. Ça a été mon cas. Une fois dans ma vie, j'ai eu une maladie auto-immune. J'étais en errance médicale pendant de longs mois. Et c'est en me tournant vers la naturopathie que j'ai guéri. Et à aucun moment, les naturopathes que j'ai rencontrés m'ont dit d'arrêter le traitement. Non. Enfin, je trouve qu'il y a un code de déontologie chez les naturopathes sérieux, qu'il est dommage, dont il est dommage de pas parler. Et s'il y a une perte de confiance envers la médecine conventionnelle, c'est peut-être aussi parce que avec tout ce qui s'est passé effectivement pendant la crise du Covid, je crois que beaucoup de gens ont essayé de trouver d'autres solutions et n'ont pas forcément accepté ce qu'on voulait leur imposer pour préserver leur santé. Et aujourd'hui, quand on parle de jeunes, on voit par exemple le professeur Walter Longo aux États-Unis qui fait énormément d'études là-dessus sur comment lier jeunes et chimiothérapie, etc. pour mieux justement guérir les malades. Et c'est dommage de vouloir jeter le discréditer toute une partie de thérapeutes complémentaires qui ne sont pas du tout sectaires. Effectivement, quand on prend Raël, là on tombe dans les illuminés dangereux, je dirais. Mais bien heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Oui. Et voilà. Oui, Valérie, non, je vois très bien. Et vous soulevez, pour moi, un argument légitime. Faut pas jeter le bébé naturopathe ou un certain nombre de médecines avec l'eau du bain. Et c'est vrai, parce qu'il faut faire très attention à ça. Il y a des médecines complémentaires. Je crois que Valérie emploie le mot complémentaire et il est bienvenu là. Non ? Oui, bonjour Valérie. Si je peux vous répondre, pour moi, il y a eu une polémique récemment sur Doctolib où il y avait des médecins qui pour le coup étaient médecins, avaient une formation de médecine, qui proposaient des thérapies complémentaires, mais qui parfois étaient bien plus farfelues et largement plus farfelues que la naturopathie, et ça a créé une polémique parce que justement des personnes qui avaient donc le numéro de Doctolib, Doctolib pour pouvoir apparaître, proposaient à côté des thérapies complémentaires qui pour le coup étaient plutôt contestées, controversées. Donc effectivement, c'est tout ça pour vous dire qu'il y a du mal partout et qu'effectivement pour moi je ne jette pas l'opprobre sur tous les naturopathes. D'ailleurs mon livre et mon chapitre n'est pas sur les naturopathes en général, et plutôt sur Irène Grosjean, parce que pour moi et d'avis de plusieurs naturopathes que j'ai pu contacter me disent effectivement qu'elle fait partie quand même d'une frange extrême des naturopathes, et donc forcément je peux comprendre que ça nuit un peu à votre profession en général. Malgré tout, je pense qu'il y aura peut-être besoin d'avoir une sorte de régulation pour pouvoir justement un peu différencier ceux qui font bien leur travail que ceux qui le font un peu moins. Oui, et en fait, dans cette histoire, il faut pas être binaire. C'est-à-dire que le problème, c'est toujours la frontière bien et mal. Il y a pas tous les naturopathes ne sont pas des malfaisants, loin de là. Et tous les médecins, un certain nombre, quelquefois, ils ont, vous savez, on a vu ces derniers mois que le serment d'Hippocrate devenait pour certains le sermon des hypocrites. Il y a eu des deux côtés, il y a eu des choses. Enfin, c'est pas le sujet du livre, mais c'est vrai que en fait, pour revenir au début de notre entretien, Étienne Jacob, là maintenant, je voudrais, au fond, vous avez parlé d'élite, au fond, je vous repose la question, mais qu'on avait abordée, mais qu'on n'a pas abordé complètement, on n'a pas résolu complètement. Qu'est-ce qui fait, si vous avez les 10 commandements de la secte, je ne vais pas me demander les 10 commandements, qu'est-ce qui fait que vraiment, dans tous les gens que vous avez rencontrés, vous en avez rencontré pas mal, il y a une dizaine d'exemples tout à fait, en tout cas passionnants, qu'est-ce qui au fond les relie ? Je pense que tous ont une idéologie qui est bien marquée, qui est plutôt radicale. Si vous les suivez, ils vont vous amener à vous couper de vos proches, à vous couper de votre famille, parce qu'il y aura ce discours justement élitiste de dire vous faites partie, vous suivez mon idéologie, mes enseignements, donc vous faites partie
d'une frange de la population vous qui êtes comprend, partie des élus, qui sait, voilà. Et effectivement, on a ce système-là. Il y a aussi une captation financière qui se fait dans la plupart des cas, hormis peut-être l'école Aurore où j'ai été, où effectivement on avait des jeunes, donc tout n'était pas très cher. On a des conférences qui coûtent très cher ailleurs, chez les scientologues, chez les masculinistes qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui aussi font des stages. Donc on a un peu ce dénominateur commun, et en fin de compte des personnes qui sont des stagiaires qui deviennent des sujets, donc qui sont en état de sujétion psychologique, qui peut avoir des conséquences graves, parce que couper de votre famille, Est-ce qu'ils sont prosélytes? Est-ce qu'on leur demande de faire du prosélytisme autour d'eux ou pas? Oui. Clairement, on leur demande de disséminer la bonne parole, et parfois ils le feront même inconsciemment en disant voilà, moi ça fait un mois que je mange cru, je me sens mieux, j'ai perdu 3 kilos. Moi je sais qu'en une semaine j'en ai perdu 3. Donc c'était déjà beaucoup quand même. Je suis pas très épais. Mal, ouais. Voilà, donc on peut se dire que c'est très bien, mais en fait c'est plutôt dangereux. Des purges régulières peuvent quand même créer des dommages sur l'organisme. Donc forcément, les conséquences peuvent être assez importantes. Et est-ce qu'il y a aussi ce côté, au fond, nous sommes des victimes, je veux dire, est-ce que le monde entier est là pour nous persécuter? Est-ce qu'il y a ce côté, attention, vous êtes persécutés, on va essayer de vous dire que nous sommes, mais en fait, voilà, on essaye de... Est-ce qu'il y a ce côté quand même? Oui, et la persécution les renforce à chaque fois, parce que toutes les critiques, qu'elles soient dans les médias, les reportages, vont les renforcer en disant voilà, nous on est les victimes, on veut nous persécuter, donc rejoignez-nous, parce que dans notre groupe on sera bien. On est les premiers chrétiens, on est les martyrs. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Et au fond, aujourd'hui, quand vous êtes sorti de cette enquête, vous avez écrit le livre. Est-ce que, alors je voudrais revenir à la technique de l'infiltration, est-ce que vous allez utiliser cette technique de l'infiltration, donc de ne pas dire que vous êtes journaliste, mais d'être acteur dans d'autres domaines? Est-ce que ça vous tente toujours? Oui, tout à fait. J'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées, et forcément, j'ai trouvé que l'authenticité, des témoignages récoltés, et finalement, je trouve qu'on est beaucoup plus factuel, mine de rien, parce que même si dans mon livre je décris le ressenti de ce que je vois, j'ai quand même cette pancarte de journaliste qui me fait dire que je vais pas non plus juger les choses et essayer d'être le plus impartial possible dans ce que je décris. Et forcément, ça peut être intéressant dans plein de domaines, que ce soit dans des domaines liés aux faits divers, des sujets de société, l'école, ou des choses comme ça. En fait, vous avez le sentiment d'avoir reçu 10 fois plus ou 100 fois plus de confidences que vous auriez reçu si vous étiez, je suis journaliste et j'enquête sur votre mouvement, quoi. Mais totalement, il y a ce filtre, cette barrière-là qui, moi, m'agaçait. Parce que j'ai pas commencé à travailler sur les sectes, avec ce livre. Donc je connaissais ces mouvements-là. Et j'avais toujours cette barrière-là qui me décevait un peu. Et je trouve que, moi, je suis fier de ça dans ce livre-là. C'est d'avoir réussi à rendre les choses de la manière la plus authentique possible. Parce que le journaliste, on lui donne pas tout, malheureusement. Non, bien sûr. Et puis, à raison, parce qu'on sait pas. On s'en méfie, c'est logique. On s'en méfie. Et oui, et puis on le connaît pas, donc on va pas tout lui confier. Alors que l'adepte, vous êtes dans le même bateau. Alors, justement, une dernière question. Ce qui m'étonne dans ce que vous dites et dans ce que j'ai lu de livre, c'est qu'on n'a même pas cherché à enquêter un tout petit peu sur vous en disant oui, mais ce type, c'est qui? Bon, on vous a demandé vos papiers, vos papiers, votre CV ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a quand même on reçoit pas. Si je vais engager quelqu'un ici à Sud Radio ou autre, je vais quand même me renseigner un peu. Ouais, alors comment ça se passe là? Il y a rien. Vous arrivez comme un... Certains mouvements qui ne sont pas vraiment professionnalisés n'ont pas forcément cette méfiance. C'était le cas d'Irène Grosjean. L'école Aurore n'ont rien vérifié du tout. Ça a été très facile. Pas besoin de faire de faux. Et je n'en aurais pas fait, c'est interdit. Mais en vérité, mais vous avez fait les faux pour telle secte quand même.
Eh ben j'ai pas eu besoin. Il demandait même pas de carte de visite. Mais rien. non, on est dans un. C'est ça que je suis étonné. C'est désorganisé. Pas donc une carte de visite, pas l'oreille. Un mail, un faux mail, des faux comptes sur les réseaux sociaux. Oui, ça oui, j'ai dû quand même créer tout ça et créer aussi tout ce discours. Je viens de découvrir et j'ai un autre métier à côté aussi parce qu'il faut que j'apprivoise aussi un autre métier. Donc je disais que je travaille dans l'immobilier, par exemple, parce que autour de moi on a travaillé dans ce domaine-là. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à m'infiltrer chez eux. Malgré tout, quand je suis allé chez les scientologues, normalement ils vous rappellent. Et une fois que j'y ai été, je n'ai pas vraiment été rappelé, alors qu'en général, ils insistent énormément. Alors, soit j'en suis sorti très traumatisé, parce que c'est vrai que sur le moment, j'étais tellement en crise d'angoisse quand je suis sorti de tout ça, que qu'ils se sont dit, voilà, celui-là, à mon avis, il a pas aimé, il reviendra pas. Ou alors, ils ont un service secret, et ils ont un service secret qui enquête, qui est connu pour enquêter. Ils ont une cellule spéciale pour enquêter sur les gens. Les scientologues, ça. Oui. Voilà, et qui aurait éventuellement pu me découvrir, mais bon, ça n'a eu comme conséquence juste simplement de ne pas être rappelé. Donc, pour le moment, votre livre vient de paraître. Bien sûr, vous avez eu des réactions déjà de leur part. J'ai eu quelques réactions, oui, j'ai eu quelques réactions, mais souvent un petit peu ça va être des insultes, des menaces. Les gens ne sont pas contents parce qu'ils pensent qu'ils m'ont confié des choses et que je leur ai menti. Et finalement, ils n'ont pas tort. Après, l'idée n'est pas qu'ils soient reconnus dans le livre. Je prends toutes les précautions professionnelles pour protéger aussi ces sources-là. Vous changez les noms, vous changez évidemment, tout ça, évidemment. Bien sûr. Merci Étienne Jacob. Je crois en tout cas c'est un livre à lire vraiment. C'est comme un roman, je dirais pas policier, mais c'est un roman effectivement, un itinéraire et un fil rouge de gens que vous côtoyez et que vous connaissez peut-être très bien et vous découvrirez un autre aspect de leur personnalité. Merci. La France des gourous, journal d'un infiltré aux éditions du Rocher, ça sort le 3 avril. Merci beaucoup Étienne Jacob d'avoir été avec nous. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons